Salut! Bienvenue pour une nouvelle tier list, ça a commencé à faire un petit peu longtemps. Bon, je précise rapidement que ce genre de vidéos, tier list, direct top, top 15, ne seront pas aussi régulières qu'avant parce qu'une fois de plus, il y a un nouveau job, tout ça, tout ça. Donc, ouais, ça fait quand même un petit moment et je me suis dit ce serait cool quand même de partir sur une série Disney dans cette tier list que j'ai pas encore fait. Et étant donné que tacitement j'ai un peu insinué que Phineas et Ferb était ma série préférée, et ben Phineas et Ferb. Voilà. Bon, alors j'ai fait le topo pour la transition, mais une fois de plus, ça, c'est pas si ça. Voilà. Phineas et Ferb. Une série que j'ai traitée pas exactement, mais quand même en bonne partie, puisque j'estime une fois de plus, dans ma critique, que ces dessins animés-là, Chucky et Al, ont fait un job parfait et j'aurais juste eu l'impression de faire quelque chose de moindre, tout simplement. Autant il y a des cas où j'ai pas le même avis, où je pense que je peux apporter un plus par rapport aux arguments, et là, j'avais vraiment rien de plus à rajouter. C'est pour ça que je me suis contenté de faire les épisodes crossover et les deux films animés, sachant que d'après ce que j'ai compris, il va y avoir une nouvelle saison qui sortira si c'est une série qui ne veut pas mourir. À cause de sa popularité, les créateurs ne veulent pas la lâcher. Enfin, je pense qu'ils se sentent un peu obligés de suivre la tendance autour de la popularité de cette série parce que il faut qu'ils mangent en fait. C'est pour ça que la série, notamment la loi de Milo Murphy, n'est pas su rester la loi de Milo Murphy. C'est devenu un crossover avec Phineas et Ferb et plus ça avançait, plus Phineas et Ferb a pris le pas. Et au bout du compte, on s'est dit, ah, tiens, on va continuer Phineas et Ferb. En dépit du fait que l'été était terminé, on est parti sur une vraie conclusion. Je sais pas. Si vous voulez mon avis sur la suite, je sais pas. J'ai un petit peu de mal à voir ça partir sur quelque chose d'ultra satisfaisant, mais peut-être qu'ils auront renouvelé suffisamment leur gag pour que ce soit quand même plaisant à suivre. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. En attendant, on est là pour faire une tier list des personnages. Sachant qu'en plus, c'est une liste qui a été très chiante à ordonner parce que je voulais mettre certains persos avec d'autres. Il fallait que je fasse des liens et si au bout du compte, ouais, j'ai fini par pondre ça. Je suis pas pleinement satisfait, mais je sens que j'aurais jamais pu faire un ordre vraiment carré qui délimitait bien certains trucs, vu les nombreux liens entre personnages. Bref. On commence donc par la première ligne presque des personnages dont je me souviens pas des masses. Ou pas du tout quoi. Genre ces trois là par exemple, je vais dans le tiki déjà parce que il me semble que ces trois extraterrestres qui apparaissent dans un épisode et qui prennent possession des corps de Phineas, Ferb et Isabella. Il me semble. Peut-être que c'est autre chose, hein. Peut-être que c'est d'autres personnages, donc je les ai plus. Elle, je vois plus du tout qui c'est. Pas du tout. Alors, c'est deux fanboys qui sont passés pour Phineas et Ferb en mode cosplay, je vois pas. C'est sans doute un épisode qui m'a pas marqué. Et ouais, donc il y a le conducteur de camion de livraison, il me semble. Ça me dit vaguement quelque chose. Ce gars, est-ce que c'est un des chanteurs de Des écureuils dans mon pantalon ou autre chose? Je ne sais pas. Il y a ces deux cons là. Je vois pas exactement à quoi ça fait allusion. Celui-là, il me dit vaguement quelque chose visuellement, mais alors là, je me souviens pas du tout d'où il sort. Pareil pour ce cas-là. Elle, il me semble que c'est une copine de Candice, mais alors, je crois qu'on la voit pas des masses non plus. Et elle m'a pas marqué du tout. Donc, ouais, je l'avais aussi dans Teki déjà. Et elle... Voilà, je vois pas, je vois pas. Sans doute que ça me reparlerait dans d'autres circonstances, mais sur le coup, j'ai réfléchi pendant 2 minutes et non, je vois pas. Et je voulais pas non plus rechercher sur tous les épisodes, me revoir tous les épisodes à la suite pour dire ah oui, ce personnage vient de là. Vous voyez. Donc ouais, c'est une bonne petite ligne des personnages dont je me souviens très peu, voire pas du tout. Ah, c'était rapide cette partie-là. Parlons ensuite de la mini sous-catégorie des persos blagues. C'est-à-dire que c'est des apparitions qui sont là pour le LOL à différents degrés et c'est des bonnes blagues. En fait, je crois que je vais même créer une catégorie un petit peu spéciale juste en dessous
Voilà, c'est à peu près du niveau C, hein, des bonnes blagues. Hein. Parce que c'est pas des personnages, ça, hein, c'est juste... c'est juste des gags. Et dans un ordre précis, je dirais que celui-ci est un peu moins drôle que celui-là, qui est un petit peu moins drôle que celui-là. Donc, ouais, si on va dans cet ordre plutôt comme ça. Voilà, la tête de gamin flottante, j'avoue que c'est un gag récurrent qui m'a bien fait rire. Lui, on le voit 2 épisodes, il me semble. Et ouais, le gag passe bien. Et il y a ce côté un petit peu dérangeant aussi, pour l'un comme pour l'autre. Qui j'avoue donne un effet comique supplémentaire. Mais la tête de bébé géante est présente depuis longtemps, donc c'est le plus original, c'est l'initial. C'est l'OG comme on dit, donc c'est pour ça que c'est la première. Et puis donc nous avons, ouais, je sais plus comment ça s'appelle ça, je me souviens vaguement de l'épisode, c'était marrant comme une blague ça aussi, cette espèce de petite mascotte, donc Candice est fan, allez je mettrai là quoi. Donc voilà, c'était la petite blague rapide, pas des vrais personnages, en tout cas pas pour moi. Comme certaines personnes, je me souviens rapidement, qui ont dit en commentaire, et je pense que c'était pour la blague quoi, et dans ta tier list des personnages de défi extrême, oui monsieur Noix de Coco. C'est une blague quoi, mais j'espérais que vous attendez pas de moi que je considère ça comme un vrai personnage. Donc ouais, je mets ça là. C'est-à-dire que c'est positif, mais c'est pas vraiment un personnage en ce qui me concerne. Donc nous commençons avec des personnages réguliers d'importance acceptable. Alors là, on fait la partie chanteur avec les Love Handles ou les poignées d'amour selon la traduction de l'épisode. C'est un truc qui m'a toujours un petit peu fait tiquer, quoi. Le premier épisode où ils apparaissent, un de mes épisodes préférés pour ceux qui se souviennent, ils sont nommés Love Handles parce que, ouais, hein, un groupe de musique même en France, peut avoir un nom anglais, mais lorsqu'ils réapparaissent dans une illustration de Doofenshmirtz, eh ben, ils les appellent les poignées d'amour. Traduction française. Alors, juste pour dire que l'AVF est de très très bonne qualité, mais elle n'est pas parfaite. Il y a quelques petites discontinuités de ce genre-là. Donc, nous avons les 3 membres de Love Handles et j'aime bien qu'on les différencie parce qu'ils ont chacun leur personnalité un peu particulière. Lui, c'est le chef de groupe le plus sage, le plus commun, dira-t-on, qui est sympatoche, mais qui, dira-t-on, pas aussi marquant. Nous avons donc la diva, celui qui veut se faire voir, je suis fabuleux, et le fait que ce soit un coiffeur va bien avec le léger cliché assumé qu'on veut en faire. Je le trouve le plus marrant des 3. Et lui, c'est plutôt sa scène qui est cool. Le côté je suis cadré maintenant, j'ai un job tranquille, alors que au fond de lui il y a ce musicien qui veut ressortir cette scène, cette chanson est peut-être la meilleure de l'épisode. C'est très difficile à dire parce qu'il y a de très très bonnes chansons dans cet épisode quoi. C'est un des meilleurs, pas pour rien pour moi, donc ouais, je le mettrai là. Ce sont de bons personnages. De bons personnages et le fait qu'on les reprenne régulièrement pour bien appuyer la continuité, c'est vraiment très cool. Nous avons ensuite les Jexy. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Je me souviens de la chanson, mais je me souviens plus exactement de leur nom. En plus que c'est leur nom, hein, c'est dans la chanson le nom. Sois prête pour les... pour les Jenny, je sais plus. Ah, c'est pas grave, après... Ouais, c'est un groupe typique. Alors, au début, elles sont un peu divas, mais après, elles gagnent en humilité parce que les fans, c'est important. La petite morale sympatoche. Je sais pas si on les revoit souvent, celles-là, hein, à part leur épisode attitré. Ah, enfin bref, ça c'est fait. Nous avons donc le maire Roger Doofenshmirtz, que j'aurais peut-être pu situer plus loin, mais c'est compliqué. C'est compliqué, je vais le mettre là histoire de dire que c'est un perso secondaire important, mais pas autant que d'autres. Compliqué. Donc, ouais, lui aussi ça va. Dans l'idée, c'est le gars plus terre à terre que Doofenshmirtz. Il crée bien ce contraste avec lui du mec qui a cette vie très rangée, très politicienne typique, sans être un connard, ce qui est rare, mais sans être quelqu'un de super non plus quoi. C'est cool pour le contraste que ça fait avec Doofenshmirtz. Au-delà de ça, j'irais pas dire que c'est une grande personnalité non plus. Hein. Bien, nous avons ensuite Mip. Et c'est là que je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais pour moi c'est une bonne blague en fait.
C'était très sympa le premier épisode. Quand on a insisté un petit peu sur lui, ouais, en tant que personnage, il cassait pas la baraque, quoi. Mais en tant que Black, ça passait très bien. C'est cette espèce de petit être mignon qui n'a l'air de rien, mais qui en fait est plus que ce qu'il n'est. C'est une sorte de redite de Perry à un certain degré, mais version extraterrestre. C'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas un personnage que j'ai trouvé très important à appuyer sur plusieurs épisodes, mais vous avez créé des intrigues acceptables, quoi. Allez, je le mets là. Je préfère toujours la tête de bébé géante. Ah, tellement plus hilarante à un certain degré. Nous avons donc ensuite... comment il s'appelle celui-là déjà? Mop. C'est l'arch-némésis de Mip qui apparaît, je crois, que dans un épisode et demi ou un truc comme ça. Ouais, là aussi ça trancé, je pense. Bon, de base, c'est également une blague, hein, ce personnage. Mais ouais, c'était une menace acceptable pour l'intrigue qu'on a créée. J'ai aucun problème avec cet épisode, c'est juste que je trouve pas qu'ils sont partis des concepts les plus prolifiques à faire bouger, quoi. Donc... nous avons ensuite voilà, la méchante du deuxième film. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Qui est pas mal en tant que méchante. Elle a un bon caractère cassant, caustique, qui passe bien. Même si c'est quand même un peu déjà vu. Disons que je trouve pas qu'elle invente grand chose dans son apparition, dans sa personnalité. Son design est pas mal. Plutôt cool dans l'idée, mais... Voilà, on voit venir beaucoup de trucs autour d'elle, mais elle a le caractère qui va bien pour rendre ça suffisamment plaisant. Bien, nous avons ensuite la chef des gros câlins, qui est... Ouais, on aurait pu placer beaucoup de personnages de cette organisation, mais que celle-là, après, j'aurais eu du mal à dire grand-chose, de détailler là-dessus. Ça va. Le principe de créer une organisation de grands méchants avec cet acronyme ridicule est assez drôle en soi et on voit un peu la différence de niveau à un certain degré. Ça crée bien ce petit contraste avec Doofenshmirtz qui essaye de s'intégrer là-dedans et les autres qui le voient un petit peu de haut. De base, oui, on n'aurait pas été contre quand même l'autre scientifique, je sais plus le nom, quoi, un peu spécial qu'on voit un peu régulièrement dans cette organisation, qui est un peu plus marquante que celle-là. Mais elle fait bien son job, je sais pas, jamais en C, en haut du C celle-là. Bien, nous avons ensuite toute la partie seconde dimension de nos personnages centraux. Je savais pas où les caser exactement, pourquoi pas là. C'est compliqué, c'était compliqué à ordonner une fois de plus ce truc. Donc, c'est nos personnages qui ont évolué un petit peu différemment parce qu'ils ont été dans un environnement différent. Ce qui fait que oui, ça va pas être exactement les mêmes placements. Parce que certains seront juste une version moindre de nos versions originales, d'autres seront des versions changées plus intéressantes presque de ce qu'on a eu. Enfin, plus façon de parler parce que j'adore cette Candice-là. Mais cette Candice a eu beaucoup plus de temps pour briller, donc je pense que je préfère quand même la Candice originale. Mais cette Candice est géniale. Je serais un ado, je tomberais amoureux d'elle totalement, hein. Vraiment, tellement elle est classe. Mais ouais, on a donc déjà pour commencer Bufford qui est un peu égal à lui-même en toute sincérité. C'est-à-dire que je le déteste pas, vraiment, mais... C'est pas le personnage le plus notable, le plus intéressant à suivre du lot. Et tel quel, c'est la même brute à un certain degré, mais qui œuvre pour une cause rebelle, donc ça va. Badgit, qui est l'expert informatique, qui gère un peu le tout, quoi, ça va bien avec son caractère. Dans un sens, je trouve même que à certains moments, il est plus intéressant que le Badgit initial, tout simplement parce que cette situation met plus en avant ses points forts, surtout dans un cadre où il n'a jamais été en concurrence intellectuelle avec Phineas et Ferb. Donc j'aime bien les petites approches de changement autour de lui. Je vais le mettre, oui là, en haut du P. Ensuite, nous avons donc nos Phineas et Ferb, la seconde dimension, et je trouve que c'est un peu logique de les considérer ensemble en une seule case.
Parce que ce sont des Phineas et Ferb qui apprennent à se connaître vraiment. Ils n'ont pas tellement cette dynamique l'un à part de l'autre. Ce sont deux jeunes surdoués qui s'ignorent parce qu'ils ont été couvés et qu'ils ont grandi dans un environnement qui ne leur a pas permis de vraiment mettre en lumière leur vie, quoi. Et de fait, c'est intéressant. Intéressant comme concept. Après, oui, c'est clair et net que ça les rend moins énormes que les Phineas et Ferb de base. Ça fait que j'apprécie l'idée. Je vais pas les mettre plus haut que ça. Dans l'épisode dédié à la seconde dimension qui poursuivait l'histoire du film, ils en ont fait un peu plus et ils ont commencé à former un peu plus de personnalités, ce qui était cool, mais on passe beaucoup plus de temps à apprendre, à les voir se développer un petit peu. Et tel quel, ce que je dis, c'est une approche intéressante pour changer des Phineas et Ferb originaux, quoi. Après, voilà, c'est pas le plus extraordinaire en soi. Cette Isabella, alors j'ai toujours, ça me fait toujours un peu délirer ça, mais je trouve que c'est un peu logique parce que dans un cadre, dans tous les cadres un peu spéciaux qu'on a créés, où c'est pas une fille normale qui grandit avec son truc de Girl Scout et qui a son petit amoureux de service qui ne la voit pas, c'est une putain de chef badass. Très sévère. C'est pareil dans le spécial Star Wars et je trouve que ça la rend très bien. J'adore Isabella. Vraiment, c'est un personnage que j'adore. Cette version-là a certains mérites, d'une part de montrer qu'elle a vraiment une âme de chef et lorsque elle a rien pour égayer sa journée à un certain degré, elle peut être très froide. Donc c'est cool de montrer ça. Après, ouais, je trouve que la Isabella qu'on a habituellement a beaucoup plus de temps pour elle et dénote plus de nuances. Néanmoins, ouais, c'est comme pour ces deux versions-là. Je trouve très intéressant de montrer ces versions différentes. Bien, nous avons ensuite donc cette Candice-là qui est géniale, qui est dans le A sans conteste. Voilà, c'est la fille badass qui a dû se forger toute seule et qui apprend un tout petit peu vers la fin de l'histoire à être une vraie adolescente, mais qui, dans le cadre actuel, a été forcée d'être cette commando, entre guillemets. Et je trouve ça très cool. Ça crée une fois de plus un très bon contraste. Cette approche du premier film est géniale. Cette nouvelle façon de voir tous nos personnages est assez brillante, je trouve. Et ouais, c'est elle qui, je trouve, en profite le plus. Nous avons ensuite Perry. Intéressant comme approche, là aussi, puisqu'on a affaire en fait à un Perry normal, habituel, qui a été asservi par le grand méchant, qui est beaucoup plus capable que sa version originale. Donc ouais, une fois de plus, c'est cool de montrer ce changement de situation plus que ce changement de personnalité en soi, puisque au bout d'un moment, il redeviendra un petit peu le même, mais version plus classe, puisque c'est un robot avec plus d'amélioration, mais c'est un peu le même à la fin, ce qui fait que ouais, il rajoute pas autant que d'autres. Mais j'aime bien aussi, hein, une fois de plus. Et enfin, nous avons le Doofenshmirtz maléfique, avec un œil en moins sans qu'on explique pourquoi. Il se l'a enlevé lui-même, il le garde dans une poche. C'est très bizarre. Mais il est, comme je l'ai dit, nettement plus capable que le Doofenshmirtz original. Et ça le rend à la fois très très bon en tant qu'antagoniste d'un film sur le coup, et à la fois bon un tout petit peu plus fade que celui-là, même si je trouve qu'on a une très très bonne dynamique de duo. Et quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, je le mets en A lui aussi. Hein. C'est un méchant très réussi qui a su très bien porter le film, à part sur la fin. Et encore, c'est un truc que je peux quand même saluer dans la suite, dans l'épisode épilogue à ça, qui a été fait la saison suivante de Phineas et Ferb. On s'est dit que c'était peut-être un petit peu con de le faire devenir gentil juste parce qu'il a retrouvé son chouchou. Donc on s'est dit non, en fait il a fait croire qu'il était redevenu gentil, mais en fait non, il est encore méchant. Ce qui est plutôt cool. Et on montre à quel point il a tellement plus réussi, quoi. Parce qu'il est resté avec sa femme, contrairement au Doofenshmirtz original. Il y a tellement de trucs que je trouve très intéressants dans le fait que presque tout lui réussit plus. Parce que
qu'il est plus vide, il est plus malin, il est tellement plus. Ce qui fait que voilà, ça fait un très bon contraste là aussi, même s'il garde des similitudes de personnalité. Donc voilà, c'était le tour de la partie seconde dimension. Il y a pas mal de choses à dire parce que je trouve que c'est une approche de changement bien fichu, qui a aidé beaucoup à cimenter le film et qui a fait un épisode épilogue de bonne qualité aussi, hein. Pas dans mon top 3 mais de bonne qualité aussi. Nous avons ensuite donc la parenthèse grands-parents avec... Celle-là je m'en souviens à peine quoi. Je sais que c'est la grand-mère du côté maternel ou je sais pas trop. Ça c'est plus du côté de Ferb, là on voit la ressemblance à Ferb. Et donc ouais je me souviens à peine d'elle quoi. Donc je la mets en C juste pour la bonne mesure mais... Voilà, je suis à peine d'elle. Nous avons ensuite donc les deux premiers grands-parents qu'on voit, surtout avec l'histoire de Bigfoot. Je crois qu'on les revoit une ou deux fois après coup. C'est plus des casse-coups dans un certain sens. Et c'est assez rigolo sans être particulièrement marquant, je trouve. Mais ça va. Ça va. Et enfin, le second grand-père, que Ferb ne peut clairement pas renier, qui est le plus marrant du lot, je trouve. Après, voilà, sur son côté, nous sommes d'Angleterre de base, est assez rigolo. Il n'a pas un développement énorme. Je vais pas dire beaucoup de mal sur eux, quoi. On essaye de leur donner leur part belle avec un ou deux épisodes dédiés à chacun, histoire de dire, voilà, les grands-parents ont une importance, quoi. Et on les fait participer au délire très acceptablement. Ils sont pas les plus marquants, mais je trouve très cool qu'on prenne le temps de se pencher sur eux un petit peu, quoi. Nous avons ensuite la mère d'Isabella, très sympa. Pas des de choses à dire sur elle. C'est un personnage qui sait avoir quelques petites réactions assez drôles, qui sait faire du bon soutien quand elle est là. Elle est sympa, elle apporte quelque chose. Elle a son début de personnalité et dans mon troisième épisode préféré, c'est 10 ans après, je trouve que le fait qu'elle soit un peu impliquée dans cette histoire, que je me sens désolé pour Phineas, qu'il n'y ait pas eu une concrétisation entre elle et lui, c'est cool, c'était cool. Donc, ouais, on appuie un petit peu qu'il y a un certain lien et qu'elle n'est pas juste là pour faire joli. Donc j'apprécie ça. On s'appuie à plusieurs moments qu'il y a certains liens et qu'elle n'est pas là juste pour faire joli et elle a sa personnalité. Je la mettrai... Ouais, c'est difficile, c'est dans le B, hein, mais... je sais pas si je vais faire le détail à ce point, allez, ici, histoire de dire. Bien, nous avons ensuite les parents, le papa et la maman, et je vais pas les mettre au même rang. Je sais, ça risque d'être difficile à croire, mais je préfère légèrement la mère au père. Même si le père est sympa, hein, vraiment, je pense que je le mets en haut du B. Mais ouais, il a quelques moments un petit peu trop neuneux pour moi, même si c'est pour la blague, mais le côté... Je comprends pas ce qui se passe, ce qui m'arrive dessus, je fais avec, mais je suis un petit peu paumé dans ce qui s'est déroulé. Au bout d'un moment, ça lasse un petit peu. Je vous cache pas. Même si c'est un papa très sympathique, qui sait soutenir ses enfants quand il peut, et il a 2-3 chansons bien cool. Et ouais, il veut toujours bien faire quoi. Lors de mon second épisode préféré, lorsqu'il essaye d'organiser la fête d'anniversaire qu'il avait oublié, de petits clichés qui m'a toujours un petit peu énervé, mais au-delà de ça, il essaye de tout faire pour se rattraper, même s'il est empoté. Il y a cette gentillesse très claire qui émane de lui. Alors que, bon, la mère, c'est un autre tableau. Il y a une dynamique excellente entre elle et Candice, mais quand je dis excellente, c'est excellente. Et ce côté très désabusé qui accepte un petit peu tout ce qui se passe. Même si c'est peut-être la seule personne de toute la ville qui ne sait pas ce qui se passe avec Phineas et Ferb. Et ouais, ça crée déjà une situation comique régulière très réussie. Et le fait est que on sent que c'est la mère responsable et qui s'inquiète. Et les quelques fois où, pour de faux, de façon un peu fantasmée, elle comprend ce qui se passe, on voit le côté « je m'inquiète pour mes enfants, je fais gaffe à eux ». C'est assez joli, on sent que ouais,
c'est un peu un cliché de la femme qui a la tête sur les épaules, le mari qui est un peu plus tête en l'air, sans en faire trop des caisses, en les rendant suffisamment humains pour ça. Ce qui fait que c'est jamais trop lourdeau le petit cliché, et c'est elle qui en sort le plus positivement. Mais voilà, je les aime bien, hein. Ce sont deux parents réussis pour moi. Ensuite, donc, nous avons Candice, et j'hésite. J'hésite à la mettre en A ou en S, parce que voilà, je la préfère à la Candice changée parce qu'on passe plus de temps sur elle, c'est tout. Hein, parce que je pense qu'on passerait autant de temps sur les deux Candice, je préférerais celle-là. Mais on passe beaucoup de temps sur cette Candice. Et je suis pas sûr de mettre de S. C'est difficile, une fois de plus, pour moi un personnage en S c'est quelqu'un qui a vraiment une complexité, une profondeur ou quelque chose de vraiment très notable dans son développement ou sa personnalité. Et je pense que de tous les personnages, c'est le seul à avoir un développement satisfaisant à plusieurs moments, là où pour les autres, sauf bien entendu à la toute fin entre Phineas et Isabella, ça j'avoue que c'est plutôt mignon quoi. À part à la toute fin, les développements sont un peu anecdotiques. Alors, on garde une certaine continuité, on fait en sorte que certaines choses se poursuivent et donc j'apprécie ça quoi. C'est pas une série cervelée qui se dit ah c'est la situation cocasse du jour, j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé avant. Malheureusement on a un petit peu trop de séries comme ça et malgré tout ça reste quand même une série humoristique légère qui l'assume et de fait on ressent pas beaucoup de développement notable à part pour elle où au fur et à mesure des épisodes, elle apprend à se relâcher de plus en plus sur le fait de démasquer ses frères. Elle participe de plus en plus régulièrement à certains de leurs projets. Et il y a cette évolution de cette fille névrosée à cette fille partiellement névrosée, mais partiellement accomplie de ce qu'elle a vécu, notamment par rapport à sa relation avec Jérémy et autres. Donc c'est celle qui est la plus intéressante à suivre dans son évolution au fil de la série pour moi. Et ouais, elle a énormément de moments comiques très forts quoi. Ce côté, ce besoin d'être reconnu par sa mère comme quelqu'un qui a raison, qui voit quelque chose qui ne crie pas au loup et à la fois tordant parce qu'il y a énormément de situations cocasses entre elles deux qui passent super bien, mais à la fois un peu touchant parce que c'est un peu comme Bip Bip et Coyote. Tu veux que Coyote l'emporte des fois. Et à plusieurs moments, t'as envie qu'elle l'emporte. Même Phineas et Ferb veulent qu'elle l'emporte parce que ça les dérangerait pas d'être vus en fait. C'est ça qui est assez drôle. C'est le cocasse de la situation humoristique. Mais ouais, en plus de la drôlerie que ça engendre, il y a cette attache particulière qui se fait autour de ce personnage, qui sait se définir au-delà de ça. C'est ça qui est cool. Au fur et à mesure des épisodes, à plusieurs moments, elle sait être plus que ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'est pour ça que, ouais, c'est difficile de dire que c'est un personnage particulièrement profond ou puissant, mais il y a une vraie satisfaction à le voir se défiler au fur et à mesure des épisodes. Là où je peux pas en dire autant de tous les autres, en fait. Qui sont très cool. Et il y en a beaucoup que je vais très bien classer, mais pas à ce stade, je pense. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de ça, vous saurez qu'il n'y aura pas d'autre S. Nous avons ensuite Stacy. Sympa. Sympa. Je trouve qu'on aurait pu en faire un petit peu plus sur elle. Il y a un moment donné qui était vraiment cool, sur lequel on n'a pas joué, ou alors j'ai zappé l'épisode, c'est pas impossible, où elle apprend que Perry est un agent secret et décide de garder le secret pour éviter qu'il se passe ce qu'il redoute, quoi, qu'on l'amène dans une autre famille parce qu'il est lié à Phineas et Ferb. C'est assez mignon ça, et on n'en fait pas plus. Elle a pas de, elle a quelques petits moments où ça pourrait être cool d'aller plus loin, mais c'est majoritairement l'amie qu'elle a avec les petites remarques, les bonnes réactions. Elle est très sympa. Je dirais que ouais, je la mettrais en haut du B, mais elle manque un petit peu de ce quelque chose en plus en fait, dans le caractère ou dans les possibles développements qu'elle aurait pu avoir. Mais ouais, c'est une très bonne, c'est un très bon personnage de soutien, une amie qui sait avoir de très bonnes réactions et être une ado typique sans
sans être un tant soit peu irritante. Hein. Donc oui, elle vaut largement sa place en B, celle-là. Nous avons ensuite Jérémy, l'amoureux de service, qui est le gars gentil comme tout, qui a pas... c'est pas le plus réussi en matière d'humour. Mais c'est le gars mignon et gentil comme tout, qui sait être là quand il faut, quoi. Et pour ça, je sais l'apprécier un petit peu. Je sais l'apprécier un petit peu. Je trouve plus intéressant par rapport à sa relation avec Candice et ce qu'il lui apporte. Et le fait que... C'est un truc que j'apprécie beaucoup, je vous jure. Le fait que la série n'ait pas décidé d'attendre la fin pour concrétiser ça. Il finit par se rendre compte qu'il y a quelque chose entre eux et il veut concrétiser. C'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est pour ça que l'épisode de fin de saison 2 c'est mon préféré, hein. En partie pour ça quoi. Il y a une concrétisation satisfaisante et on repart de ça quoi. Ils sont ensemble à partir de là. C'est quelque chose que je trouve très sympa. Après, on n'a pas su l'exploiter énormément. Voilà, il a quelques moments marrants s'il a, mais il n'a pas de grands moments forts où il brille ultra particulièrement, à part celui que j'ai décrit, quoi. Ensuite, nous avons donc sa petite sœur, la Chipiche, le personnage le plus méchant de cette histoire à un certain degré. Et je crois qu'on la voit genre 3 épisodes. Pour moi, c'est davantage une blague qu'un vrai personnage, parce que... Ou alors, je les ai pas... c'est pas impossible que j'ai zappé l'épisode là aussi, c'est pas impossible que j'ai zappé 2-3 épisodes qui me reviennent plus en tête, mais... Ouais, c'est la Chippy qui veut, au début, emmerder Candice, ou qui... bah, c'est la petite méchante de service rapidement, quoi. Et... elle fait très bien ce rôle. Après... je sais pas si je peux aller plus loin que ça. Ouais, alors est-ce que ça mérite d'être considéré comme un personnage à un certain degré? Oui. Ouais, je la mets juste derrière Bufford de la seconde dimension. Bien, ensuite nous avons le fanboy, je sais plus comment il s'appelle lui. Qui a pas mal de réactions marrantes. Même si je trouve qu'on l'a un petit peu forcé à certains moments. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, ce personnage qui était censé être vraiment le gros fanboy, très insistant, et c'est le côté un peu gênant du personnage, a fini par devenir ce soutien de temps en temps, histoire de dire « Ah oui, il y a besoin d'un autre personnage en plus des nôtres, bon, on va le mettre lui, pourquoi pas ?» De fait... quand on est parti là-dessus, il m'a pas laissé une forte impression, alors qu'avant, pour moi, c'était plus une bonne blague, et après coup, en tant que personnage, il n'est pas si bien passé que ça. Mais ouais, c'est ça, une bonne blague. Je le mets en bonne blague. Voilà, si c'est pas vraiment assez, c'est une bonne blague. Bien, nous avons ensuite Bufford. Alors pour moi, c'est le personnage principal le moins intéressant, dans le sens où, ce côté, je suis une brute décomplexée, casse pas la baraque. On a essayé donc bien entendu d'aller un peu plus loin que ça puisqu'il est présent dans énormément d'épisodes, mais j'ai jamais trouvé que son caractère, à quelques rares exceptions près, allait plus loin que voilà, c'est la brute de service qui se retient de l'être vraiment parce que bon, on va pas être trop violent, et qui se contente de contredire de temps en temps, de chambrer Badgett parce que c'est leur truc. Ils ont une très bonne chanson tous les deux là-dessus, c'est une de mes chansons préférées de la série, ça, même si elle est découpée en petits morceaux. C'est cool, il fait bien le taf, et j'avoue que dans un sens c'est original de mettre ce gars-là en protagoniste entre guillemets, c'est intéressant. Après, je trouve pas que ça décolle énormément avec lui, quoi. C'est pas celui qui me fait le plus rire, c'est pas celui qui a les meilleures interactions. Il joue son rôle très acceptablement, il y aurait un petit manque sans lui, mais je pense que je ferai ça la plupart du temps, quoi. Bien, ensuite donc Badgett, l'intello indien avec le bon accent lorsqu'on regarde ça en VO. Pas trop, hein, quand on regarde en VF, on évite de faire ça. Et ouais, je trouve qu'on s'est bien joué sur son côté intello assumé là aussi. C'est ça vraiment, ce sont un peu des stéréotypes assumés qui vont au-delà de ça. Même Bufford, quoi.
Ce qui est cool avec lui, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est un connard fini, insupportable, parce que c'est la brute de service, quoi. On essaie de lui donner un petit peu plus de complexité que ça. C'est pareil pour Badgit, quoi. C'est l'intello de service. Donc des fois, il va dans les stéréotypes à ce niveau-là, un peu exagéré, très drôle, sur le fait que je vais être noté, par exemple. C'est assez drôle, mais il sait aussi avoir énormément de bonnes réactions et il est souvent très drôle. Je trouve pas non plus que son personnage brille énormément au-delà du stéréotype justement, mais je vais le mettre en haut du B. Je vais le mettre en haut du B. Pas tout à fait en A, mais il est plaisant, il est plaisant. Il a beaucoup de moments drôles et dans un sens, je vais pas non plus nier que la dynamique de duo entre eux marche souvent. Bien, nous avons ensuite toute la bande des Girl Scouts. Que, oui, alors je les ai pas retenus. Je me souviens quand même qu'on a su donner pas mal d'interactions suffisantes pour les détacher un tout petit peu les unes des autres, notamment celle-là, si je ne m'abuse, il me semble bien que c'est celle-là qui en pince pour Badgit. Donc on crée un début de couple qui sera pas énormément développé, mais qui aura des petits moments quand même. La gestion des couples, j'en parlerai en partie autour d'un certain personnage, mais ouais, je trouve qu'on aurait pu faire plus autour d'elle. Néanmoins, ouais, ce sont des bons personnages de soutien, voilà. Voilà, qui aident à donner plus de vie autour d'Isabella, qui gère un petit peu tout ce groupe et qui montre ses capacités. Voilà, ce sont des filles très capables et donc c'est cool d'avoir ça. C'est cool, elles apportent quelque chose. Après, en termes de personnalité pure, c'est très difficile quoi, de vraiment les jauger parce que je n'ai pas plus. Donc je dirais ça, ouais, je vais les mettre sur le haut du C, juste derrière. Bufford, voilà, c'est difficile à classer exactement. Hein. Je vais la mettre un tout petit peu plus en avant celle-là parce que voilà, on appuie une romance avec Badgit par moment, donc c'est pour ça que je me souviens un tout petit peu plus d'elle, mais au-delà de ça, moins. Néanmoins, donc, il y a leur cheftaine, Isabella, que j'adore et que je mets en haut du A. Je trouve que la dynamique sur le fait qu'elle veuille passer du temps avec Phineas et qu'il ne se rende pas compte le fait que ça la saoule, mais qu'elle est prête à accepter ça, c'est hilarant. Il y a des moments hilarants, ne serait-ce que dans mon épisode préféré, ses réactions sur le fait qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et donc elle est dépitée, mais en même temps énervée de façon drôle. Bon, on s'est bien balancé les deux, et le fait que la série reconnaisse elle-même que c'est une fille mignonne tout plein, et ce côté cute qu'elle affiche dans l'épisode justement avec Meep et ce gars-là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, puisque c'est en lien avec Isabella quand même. C'est le fait que on joue sur un détecteur de mignons en fait. Et Isabella dit ah je suis trop mignonne, je gâche peut-être les capteurs. Elle dit non rassure-toi, il n'y a pas de problème. Et donc durant tout l'épisode il y a ce côté très vexé du personnage qui se dit quoi, je suis pas mignonne d'après tes capteurs, je le vis mal. Alors qu'à la fin on dit bah en fait on savait que t'es super mignonne, c'est juste qu'on a fait en sorte que sur notre capteur tu sois pas prise en compte. Mais si on te prenait en compte, c'est sûr, tu dépasses tout, quoi. C'est ce côté, la série qui reconnaît qu'elle est super cute, super mignonne dans son approche, et qu'elle joue dessus, c'est vraiment cool. En plus d'être mignonne, elle est capable, elle dirige, donc c'est Girl Scout, elle a des badges pour tout, elle sait prendre les choses en main à plusieurs moments, c'est la fille forte par excellence sur beaucoup de points, et elle est géniale à ce niveau-là. Elle a beaucoup de moments drôles, et... c'est vraiment... Je trouve que cette série réussit très bien ses persos féminins. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de persos féminins qui sont très bien placés. Bien, nous avons ensuite notre duo principal, et que je mets pas à la fin. Je le devrais peut-être, mais une fois de plus c'était compliqué à gérer, puisqu'il y a toute la partie espionne que j'ai mis après, qui est un peu l'intrigue secondaire. Donc nous avons Phineas et Ferb. Phineas qui est donc vraiment le héros central, hein. Ferb le suit, mais c'est lui qui parle le plus, c'est lui qui a beaucoup de moments, et je trouve que c'est un excellent héros. Vraiment. Il a énormément de bonnes remarques, il a
cette tête très bizarre, ce côté très intello qui sait avoir vraiment les bonnes réflexions pour avancer, qui a cette imagination, c'est lui qui a la plupart des idées qui viennent, et on sait le faire parler, on sait en faire un très bon orateur avec son côté inventif, et c'est vraiment bizarre pour moi de m'habituer à une tête comme ça, je vous jure, parce que c'est ridicule quoi, cette tête est complètement ridicule. Je veux dire, autant Isabella, oui, c'est un gros demi-cercle, hein, ça c'est clair et net. Mais ça passe vaguement en termes de tête. Mais elle, quoi ça? Une tête comme ça, pourtant. Tu t'y fais. Le fait que la série s'en moque, mais joue avec, c'est assez drôle. Et ça vient du fait qu'on a su créer une personnalité qui va avec ce triangle, en fait. Cette forme apporte à sa personnalité, en fait. Le fait qu'il soit piquant à un certain degré, c'est vraiment marrant, quoi. Je voulais faire cette parenthèse là-dessus, mais oui, c'est un très bon héros qui porte très très bien la série. Et Ferb aussi s'en sort bien, c'est un enfant de peu de mots, hein, qui s'exprime quand il faut et qui est dans un sens plus classe que Phineas, mais qui a moins de temps pour briller. Néanmoins, il est plus classe et je l'aime beaucoup aussi. Il a beaucoup de réactions très drôles dans le fait de parler que quand il faut, et quand il parle, soit c'est vraiment de la réplique qui tue un petit peu en termes de comédie, soit le truc émotif qui fait bien son effet. Je trouve qu'on a su très bien gérer la caractéristique du gars, et je pense que le seul petit bémol que j'ai avec lui, c'est la gestion d'un certain truc. Mais néanmoins, excellent quoi. Je trouve ces trois-là, c'est un peu le trio qu'on voit le plus régulièrement dans ses aventures, hein, avec Badgett et Bufford qui les accompagnent la plupart du temps, mais vraiment, quoi, Isabella, elle est toujours là, et je trouve que ces trois-là portent excellemment la série, avec Candice, quoi, ce quatuor-là, j'ai envie de dire, porte excellemment ces histoires, parce qu'ils sont vite reconnaissables et vite attachants. Bien, ensuite nous avons donc toute la partie espion avec donc le chihuahua d'Isabella qui se trouve être un espion, tout comme Perry l'ornithorynque. Et je pense, elle a eu un demi-épisode centré sur elle et après elle a eu des courtes apparitions de temps en temps. Ce qui fait que c'était cool dans le demi-épisode où il était mis en avant. Au-delà de ça, je sais pas si je pourrais le qualifier plus que ça, hein. Ouais, je vais le mettre là. C'est sympathique, hein, sympathique. C'est un peu pareil pour l'agent Panda. Il me semble qu'on le voit que dans un épisode, enfin vraiment, puis après on le revoit, quelques petites apparitions rapides, comme on voit énormément d'agents animaux qui apparaissent régulièrement, histoire de dire que voilà, c'est une agence d'animaux espions. Ouais, donc ce fameux épisode où Doofenshmirtz trompe Perry avec quelqu'un d'autre. C'est très marrant ça aussi. C'est une bonne blague pour moi ce personnage. Voilà, c'est une blague dans son épisode et après c'est cool d'appuyer qu'il existe encore, mais c'est une bonne blague. Et ouais, je le mettrai là aussi. Rien ne bat la tête de bébé géante, mais ouais, je trouve qu'il a été bien incorporé dans cet épisode blague. Ensuite, nous avons Carl. Carl qui est sympa, sans avoir de grands moments. Je trouve que le moment le plus marquant pour lui, c'est quand il devient maléfique à cause de je sais plus trop quoi. Au-delà de ça, il a là, ces petits moments drôles, cette petite dynamique avec le Major Monogramme qui fait bien effet. Quoi. On sent que c'est le stagiaire qui essaye de se mettre en avant mais qui n'a pas toujours tout bon. C'est cool d'appuyer ça, quoi, de mettre cette dynamique dans ce cadre-là. On voit que c'est tellement de la parodie, quoi. Cette agence d'espions avec le chef qui a toujours ce stagiaire assistant avec lui. C'est assez marrant ça, et ça amène à quelques très rares moments des interactions un peu sympathiques, mais je sais pas, j'irai pas plus loin que ça quoi, en bas du B. Major Monogramme, bon personnage. Ouais, je le situe peut-être un petit peu plus haut que Carl parce que il a un peu plus d'aspect caustique dans ses réactions quoi. Là c'est un peu le boulet sans le vouloir par moment, même s'il essaie de bien faire, il aide de temps en temps quoi, c'est pas le gros boulet non plus. Il a ce côté très
je suis fait à ma situation. De temps en temps, il fait un peu le con. Quand il fait un peu le guignol, c'est pas le meilleur. Mais quand il est dans le côté, je décris ce qui se passe, je prends ça avec un certain cynisme, dira-t-on. C'est plutôt marrant, ce petit décalage qu'il crée. Je vais pas le mettre très haut non plus. Bon, je trouve qu'ils appuient bien l'organisation, mais c'est pas vraiment grâce à eux que ça va si loin que ça. Ça va plus loin grâce à un certain autre personnage dont on parlera plus loin. Mais bref, nous avons ensuite, oui alors là je vais faire un petit tir groupé pour ces trois-là, enfin surtout pour ces deux-là. Nous avons donc le fils monogramme, hein, donc le fils du Major, et Ado Gothique, je sais plus si on dit son nom à un moment donné, très certainement. Et c'est l'occasion de faire une parenthèse. Il y a bien un truc qui m'a toujours un peu gêné, c'est la gestion de la vie amoureuse de Vanessa. J'aime beaucoup Vanessa, hein, j'en parlerai dans pas longtemps ça, mais s'il y a bien un truc qui m'a toujours un peu gêné, c'est ça quoi. C'est-à-dire que vous savez pas vous mettre d'accord. Il y a une partie au début où elle veut sortir avec ce mec gothique qui correspond un petit peu à son état d'esprit à un certain degré, puisqu'elle est un peu gothique sur les bords elle aussi. Mais au bout d'un moment, ils se sont dit non, quoi. Il n'y a pas eu de transition ou quoi que ce soit. Elle veut sortir avec le fils du Major Monogramme. Dans l'épisode où on introduit ce personnage au passage, hein, avant on n'en avait jamais entendu parler, et depuis qu'il existe, eh ben, il y a une histoire entre lui et elle. Et ça essaye de créer ce côté de jeunes, de deux mondes différents, que leurs parents veulent pas voir sortir ensemble. Ce qui est mignonnet sur les bords. Et limite, je dis pourquoi pas, ok, Orchamp, elle a fini par ne plus sortir avec ce mec, mais au bout d'un moment, ils se sont dit non, en fait. Non, il faut qu'elle sorte avec Ferb. Eh mais c'est le petit truc qui me gêne avec Ferb, c'est le fait que, ok, il en pince pour elle quand il la voit, amour d'enfant envers une adolescente un peu plus âgée, ok. Je trouve que ça aurait été, dans un sens un peu plus logique, qu'il passe outre ça, que ce soit une phase et qu'il passe au-delà de ça, parce que je pense que thématiquement c'était quand même plus acceptable la relation entre ces deux-là. Mais non, on fait en sorte que elle est vaguement charmée par ce qu'il fait, enfin elle est un peu impressionnée par ce qu'il fait, mais au fil du temps elle finira par être charmée et sortir avec lui. Alors qu'il y a une différence de quoi au moins 5 ans, quoi, je dirais. Au moins. C'est difficile à dire, hein. Je sais pas exactement l'âge qu'on leur donne, mais on appuie bien, j'en suis presque certain, que c'est pas une différence comme dans Gravity Falls, vous voyez, c'est pas juste 3 ans d'écart. C'est un petit peu plus que ça. Donc, ouais. Quant à la fin de l'histoire, on les voit rapidement sortir ensemble, je trouvais ça un peu abusé. On aurait pu faire un petit peu mieux, quoi. Je sais pas. Donc, c'est juste pour dire, voilà, elle passe par 3 mecs. Et le dernier qu'elle choisit, ça s'est décidé, ça s'est développé hors champ, quoi. Donc, c'est pas extra. Voilà, cette gestion de sa vie amoureuse, hein. Si jamais vous voulez faire des saisons suivantes pour finir assez fort, peut-être un tout petit peu mieux amener pourquoi on en est arrivé là. Je sais pas, quitte à rendre ça peut-être un petit peu glauque, puisque une fois de plus, il y a une différence d'âge assez notable, quoi. Il me semble qu'il a 10 ans et elle est 16, un truc comme ça. J'ai pas le détail, mais je crois qu'il y a au moins 5 ans de différence entre eux, quoi, ce qui est assez énorme à ce niveau d'âge-là, quoi. Difficile. À quel moment ils se mettent ensemble, en fait? C'est aussi dans l'épisode épilogue. Je sais pas, c'est des tonnes de questions qui se posent. Bref, alors lui, ça va, sans plus. Je vais pas aller très haut, je vais le mettre là, voilà. Tu vois, il est sympatoche quand on le voit. On voit qu'il est un peu porté par son père et qu'il essaie d'être un petit peu lui-même, mais ça c'est pas non plus très marquant en termes de personnalité. Il existe, il est cool. J'ai rien à dire dessus, je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre ici. Il est pas affreux, mais il marque pas. Et comme vous voyez, aucun D, hein. Il n'y a pas un seul D, E ou F, parce qu'il n'y a aucun personnage qui me déplaît intrinsèquement, et c'est ça que je trouve cool aussi. Vous vous dites, tiens, il n'y a pas beaucoup de S, c'est bizarre que ce soit parmi ses séries préférées, mais ça vient aussi du fait qu'il n'y a rien au-dessus de C, quoi. Pour moi, tous les personnages mis en avant sont suffisamment
attachant, suffisamment sympathique pour pas que je les déteste un tant soit peu. C'est vraiment cool ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc ouais, aucun dé parmi ce qui vient, rassurez-vous. Et Vanessa, donc très cool, elle a une bonne personnalité bien classe. Et je pense que je l'aurais plus situé si il n'y avait pas ce petit problème de la gestion de ses histoires amoureuses. C'est ça qui l'a fait baisser un tout petit peu. Quand j'ai un tout petit peu, elle reste dans A quand même. Hein. Mais très très bon personnage, beaucoup de moments classe. C'est une des meilleures chanteuses du lot, facilement. Et le fait qu'elle apprenne à accepter son père en dépit du fait que voilà, elle a du mal avec son côté méchant diabolique sans qu'il ne soit d'ailleurs c'est pas son père, hein, on y en reviendra plus tard à Doofenshmirtz. Je trouve ça mignon à plusieurs moments. C'est cool d'appuyer que c'est pas juste la gothique qui a honte de son père, on essaye d'appuyer que quand même il y a un lien entre eux et qu'elle n'est pas totalement hermétique à ça, quoi. C'est cool de montrer que c'est pas juste l'ado rebelle qui en a rien à foutre, quoi, qu'il y a un peu plus que ça, au-delà de son look et de ses aspirations gothiques du départ. Donc c'est cool ça. Nous avons ensuite sa mère. Je trouve que c'est un peu elle en moins portée, quoi. C'est-à-dire, on la voit moins souvent, même type de caractère. En fait, on crée exactement une configuration identique avec ces deux-là sur le fait qu'elles veulent dénoncer l'une de ses frères, l'autre de son père, et que la mère ne le voit pas, hein, ne s'en rend pas compte. C'est assez marrant ça. Ça aurait été cool de l'appuyer davantage parce que je pense que c'est vraiment qu'un seul épisode sur lequel on centre ça. Avec une des meilleures chansons au passage, énormément de chansons géniales dans cette série. Je sais pas si je pourrais les classer personnellement. Il y a tellement de très bonnes chansons là-dedans. Donc ouais, sympathique à ce niveau-là. Pas des masses de temps d'apparition. Ce qui fait que ouais, je peux pas la mettre plus haut que B, mais je vais quand même la mettre là. Voilà. Je trouve que dans le même genre qu'elle, elle s'en sort très bien. Il y a donc ensuite notre grand méchant Doofenshmirtz qui est hilarant, qui a énormément de réactions drôlissimes et que je mets en A. Pas tellement parce que son développement est particulièrement impactant, même si j'apprécie le fait qu'à la fin, ils finissent par se rendre compte que non, il veut pas être méchant. Il veut partir vers une meilleure voie parce que c'est ce qui ferait le plus plaisir à ses proches, notamment sa fille. Sa relation avec sa fille a beaucoup de moments touchants, en plus d'être drôle aussi. Il y a quelque chose de très sympathique là-dedans. Et son côté neuneux, ridicule, ses désirs, ses plans complètement aberrants, c'est souvent hilarant. C'est souvent hilarant. Il a vraiment ce besoin de se faire voir. En fait, c'est pas tellement un besoin de faire le mal qu'un besoin de se faire voir. Et ce besoin d'être reconnu, en fait. Et c'est touchant par moments. En plus d'être majoritairement surtout drôle par le ridicule que ça porte, quoi. Pour moi, c'est un peu le méchant de Bienvenue chez les Robinson, mais pleinement accompli dans l'idée. Avec peut-être le côté touchant de fin un peu moins poussé, mais vraiment le côté humoristique pleinement accompli, quoi. Et il y a quelque chose qui en sort de très bon là-dedans. Après, je trouve que le développement de Candice est plus appuyé sur le temps. Parce que lui, ses décisions viennent plutôt à la fin. C'est comme la relation entre Phineas et Isabella, quoi. C'est quelque chose qui se décide au bout du compte vraiment à la fin. C'est ça le truc. C'est pour ça que je dirais pas le mettre tout à fait en S, même si il est hilarant. Enfin, ça, on va pas se le cacher. Bien. Et ensuite, Norm, son robot de compagnie, je savais pas où le mettre exactement. Pourquoi pas juste après. Ah, je vais peut-être pas faire des contents, mais je le mets juste en C. Et il a quelques petites remarques, son côté robotique souriant un peu marrant, mais il m'a jamais grandement fait grimper au rideau celui-là. Je trouve que voilà, c'est cool d'appuyer des dynamiques différentes, donc il apporte ça, mais il a jamais été si impactant ou marrant que ça pour moi, Norm. Il faisait sourire de temps en temps, mais c'est tout. Et ouais, il n'a jamais eu les meilleures chansons non plus. Je suis désolé, hein, il y a quelques chansons de lui que j'ai trouvé un peu plates. Donc, ouais, de mon point de vue, ça va être en haut du C là aussi, mais
Parce que bon, il apporte quelque chose, je peux pas le nier, mais ouais, pas plus que ça. Vient ensuite pour terminer, Perry l'ornithorynque. Excusez-moi, j'ai la voix encore un peu cassée, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc, ouais, très très bon personnage, là aussi en A. Le délire autour d'un ornithorynque, agent secret, est juste tellement au perché, mais maintenant ça passe naturellement, c'est dingue la façon dont vous avez su faire accepter ça aussi vite, en nous mettant dans le bain illico presque, c'est assez dingue. Et ouais, c'est l'agent typique, il est sérieux, c'est peut-être le personnage le plus sérieux de toute l'histoire qui fait de son mieux pour pas gaspiller sa couverture, tout en ayant cette attache très touchante envers Phineas et Ferb. C'est assez bon ça, et je trouve que il passe nickel en tant que héros d'action dans le ton de l'histoire, tout en appuyant, tout en faisant la transition en fait entre les deux types d'intrigues, c'est-à-dire l'intrigue centrale de Phineas et Ferb qui font leurs inventions et l'intrigue de Doofenshmirtz qui fait une fois de plus son invention pour foutre les choses en l'air de façon un peu ridicule. Il fait très bien cette transition-là. Et sincèrement, ça en fait peut-être le héros le plus notable. C'est vraiment la figure de héros la plus typique, la figure de héros d'action qui fait son truc dans ce cadre particulier. Et il le rend très bien. Il a beaucoup de moments. Et le fait que il essaye de maintenir sa couverture avec tout ce que ça implique de jouer un animal docile et qui ne sait pas trop faire grand chose alors qu'il sait faire énormément de trucs, c'est, je trouve, vraiment, vraiment drôle et en même temps assez cool dans l'idée parce que il y a toujours ce côté je veux maintenir ma couverture parce que j'aime ces deux enfants-là, j'aime passer du temps avec eux malgré tout. Et quand on l'appuie dans le film notamment, c'est très joli ça. Donc ouais, je la mettrai juste derrière Doofenshmirtz. Là aussi, pas tout à fait du S, mais bon personnage aussi, hein. Comme vous voyez donc, aucun D. Il y a juste du T qui déjà, je vais virer, tiens, tant qu'à faire, comme ça, on va être plus clair. Ça laissera peut-être un peu plus de place pour vous montrer tout. Voilà donc le topo de ma tier list sur les personnages de Phineas et Ferb. J'ai pris la peine de faire le détail de placement, donc vous avez techniquement mon top 10 là. Candice, Doofenshmirtz, Perry, Phineas, Isabella, Ferb, Candice de la seconde dimension, Doofenshmirtz de la seconde dimension, Vanessa et Hélène il me semble. Je suis plus sûr à 100% de son prénom. Il me semble qu'elle s'appelle Hélène. Donc voilà le topo. Je espère que cette liste vous aura plu. Je repasse rapidement en grand écran. Voilà. Je espère que cette liste vous aura plu. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, pour la prochaine tier list. N'hésitez pas à faire la vôtre vous-même avec le lien que je vous mettrai en description. A très bientôt. Bye.